Après avoir connu un ravitaillement, un réapprovisionnement et un réarmement record, l'United States Ship Enterprise était de nouveau en mer le 9 décembre 1941. Parti tôt le matin dans l'obscurité, l'équipage gardait un vif souvenir des scènes vues le 8. Les pilotes de chasse sont revenus à bord avec encore d'autres récits d'horreur. Ils avaient été temporairement transférés au terrain d'aviation Wheeler, qui était encore en partie une ruine fumante, et ils avaient observé le nettoyage. L'Enterprise avait également à son bord plusieurs canonniers qui s'étaient entraînés à terre pendant l'attaque et avaient donc participé à la défense de la flotte. Le groupe aérien 6 compte 18 avions par escadrille, mélangeant F-4, FS Torpedo Bomber, Douglas Devastator et SBD-2 Dauntless. Ces derniers, composant à la fois les escadrilles de bombardement et de reconnaissance, constituaient son bras offensif. Mais après les tentatives brèves mais infructueuses de trouver le kit à bataille le 7, ses cibles suivantes allaient être bien différentes. La marine impériale japonaise avait mis en place un cordon de sous-marins autour d'Hawaï pour tenter d'intercepter tout navire américain tentant d'échapper à l'attaque sur Pearl Harbor elle-même. Mais cela avait été presque aussitôt perturbé car certains sous-marins furent envoyés en mission à la dernière minute. Cependant, l'un des grands sous-marins japonais, le I-6, a repéré et signalé l'Enterprise après qu'elle ait été en mer depuis à peine plus de 24 heures. D'autres sous-marins ont reçu l'ordre de s'approcher, poursuivre et couler le porte-avions, même si le I-6 avait mal identifié l'Enterprise comme un navire de la classe Lexington. Avec les avions du VS-6 en patrouille, ils ont vite signalé des sous-marins venant de presque toutes les directions, certains signalements étant authentiques. Mais comme les avions étaient armés de bombes, ils ont décidé qu'ils allaient aussi passer à l'offensive. Et à 6 heures du matin, l'enseigne Perry Leaf a lancé son VS-6 Dauntless en piqué après avoir repéré un grand sous-marin. Ces bombes ont légèrement raté la cible, mais sans le savoir, elles ont endommagé le sous-marin. Il s'agissait de l'I-70 et elle était suffisamment endommagée pour ne plus pouvoir plonger. Plus tard dans l'après-midi, un autre pilote du VS-6 faisait une reconnaissance dans la même zone. C'était le lieutenant subalterne Clarence Dickinson Jr. 3 jours plus tôt, il faisait partie des pilotes de Dauntless abattus par les zéros japonais au-dessus de Pearl Harbor. Son mitrailleur Bill Miller n'avait pas survécu, mais Dickinson avait pu sauter en parachute. Il s'est fait connaître des habitants locaux à proximité et a réussi à rejoindre son navire le lendemain. Avec un nouveau mitrailleur, Thomas Merritt, à bord, il a commencé à grimper jusqu'à l'altitude optimale pour le piquer. Merritt, conscient de son tout nouveau poste, n'arrêtait pas de demander si la bombe qu'il transportait était armée, car il ne servirait à rien de larguer une bombe défectueuse. Finalement, cette série de questions est devenue tellement agaçante pour Dickinson qu'il a fini par répondre sèchement que oui, en effet, il avait armé la bombe et que son mitrailleur pouvait maintenant se détendre. Étrangement, c'était le cas pour eux deux. Environ 10 minutes s'étaient écoulées entre le moment où le sous-marin les avait repérés et avait ouvert le feu avec son canon de pont et celui où l'avion était arrivé à la position de plongée. Le sous-marin n'avait fait aucun mouvement pour s'immerger. Bien sûr, à cause de ces dommages précédents, il ne pouvait en réalité pas le faire, mais il n'y avait aucun moyen pour l'équipage américain de le savoir. Mais il ne fallait pas refuser une aubaine. Le Dauntless piqua vers sa cible, les mitrailleuses du sous-marin rejoignant le feu du canon à mesure que la distance diminuait. Le tir antiaérien fut inefficace. La bombe tomba habilement près du sous-marin au centre du navire. Lorsque Dickinson sortit de son piquet et revint en cercle, le sous-marin était déjà visiblement plus bas dans l'eau. Et en moins de 40 secondes, il avait complètement disparu. L'Enterprise venait d'ouvrir son tableau de chasse. Le reste de son escorte était nerveux à l'idée de la présence de nombreux sous-marins dans la zone. De nombreuses attaques contre des contacts immergés furent signalées les jours suivants par les navires d'escorte. La plupart du temps, il s'agissait malheureusement de baleines et d'orques. Finalement, l'amiral Halsey, maintenant à la tête de la force opérationnelle centrée sur l'Enterprise, réprimanda ses troupes. Si la moitié des sillages de torpilles signalés étaient réels, presque tous les sous-marins japonais seraient déjà à court de torpilles et devraient retourner à la base. Gaspiller des charges de profondeur sur les poissons locaux, neutres dans la guerre humaine, était donc plutôt inutile. Cependant, les nouvelles de l'extérieur du navire n'étaient guère encourageantes. Les Philippines avaient été attaquées peu après Pearl Harbor et la défense ne se passait pas bien. L'escadre asiatique avait subi de lourdes pertes et les navires Prince of Wales et Repulse furent aussi coulés lors d'une attaque aérienne.
Partout ailleurs, les Japonais semblaient attaquer, tandis que l'Enterprise patrouillait au nord-ouest de sa base principale. Il y avait une lueur d'espoir grâce aux lourdes pertes infligées aux Japonais par les défenseurs de l'île Wake, mais cet endroit aussi finit par tomber. Le 20, les bombardiers en piqué ont poursuivi un autre sous-marin. Cette fois, non seulement le sous-marin était bien réel, mais ils l'ont raté. Heureusement, cela s'est révélé positif, car le navire était en fait l'United States Ship Pompano, qui eut ensuite une carrière remarquable. L'année s'est terminée avec le navire de retour au port, se réapprovisionnant une fois de plus avant de repartir en patrouille. Mais cette patrouille a été écourtée après un peu plus d'une semaine, car il avait été décidé d'envoyer enfin le navire à l'offensive. Et ainsi, le 10 janvier 1942, tout le monde était occupé à entasser des provisions dans chaque espace disponible. Bien que le Yorktown soit en route vers le Pacifique à ce moment-là, la flotte ne disposait que de 3 porte-avions opérationnels dans le théâtre: l'Enterprise, le Lexington et le Saratoga. Le lendemain, ce n'était plus vrai. Le Saratoga a été torpillé par un sous-marin dans la même zone. L'Enterprise venait de patrouiller en voyant le vieux porte-avions en cale sèche pour le reste du début 1942. Mais l'Enterprise se dirigeait vers l'ouest accompagné de 3 croiseurs, 6 destroyers et un pétrolier. On avait supposé que les Japonais allaient tenter de prendre Samoa et donc le Yorktown quittait San Diego avec des renforts embarqués sur des transports, principalement des Marines américains. Le groupe de l'Enterprise devait les rejoindre et couvrir le débarquement des renforts. À condition que les Japonais ne soient pas arrivés avant, ils devaient repartir pour d'autres opérations. Bien qu'il n'y ait pas eu de contact avec l'ennemi depuis les premiers jours de la guerre et la chasse aux sous-marins, la guerre continuait de faire des ravages. Le 14, un homme a été emporté par-dessus bord et perdu depuis le destroyer d'escorte United States Ship Blue, puis le 16, une série d'événements tragiques s'est produite. Le croiseur Salt Lake City a perdu un homme après un accident dans une tourelle de 8 pouces. Ensuite, un Dauntless s'est écrasé à l'atterrissage, arrachant un câble d'arrêt avant de tomber à la mer. Le câble a sectionné une roue du train d'atterrissage en tombant, qui a alors dévalé le pont et causé une blessure mortelle. Un maître principal qui était avec le navire depuis sa mise en service. Et pour couronner le tout, un des Devastators a signalé par radio qu'il était perdu et à court de carburant. Peu de temps après, il a signalé qu'il allait amérir. Mais la flotte ne pouvait pas se permettre de dévier pour rechercher l'appareil, et les 3 hommes, qui ont survécu à un amérissage exemplaire, allèrent finir par passer 34 jours éprouvants à la dérive dans leur petit radeau jaune pour finalement échouer 1200 km plus loin sur une petite île. Moins de 24 heures avant qu'un typhon ne frappe, qui les aurait sûrement noyés s'ils avaient encore été en mer. Le 18, l'Enterprise retrouva son navire jumeau et patrouilla autour des Samoa pendant la semaine suivante, tandis que les renforts étaient débarqués. Puis, Halsey annonça le plan d'action des 2 porte-avions. La préoccupation était que les Japonais utilisent leur base dans les îles Marshall et Gilbert comme point de départ pour leur avancée vers le sud. Ainsi, la marine américaine allait maintenant tenter d'endommager ou de détruire ces bases pour gêner de tels efforts. Le Yorktown reçut une liste d'objectifs plus au sud, tandis que l'Enterprise attaquait ceux plus au nord. Il faudrait environ une semaine de plus. Et le voyage fut quelque peu animé lorsqu'un avion de reconnaissance Dauntless faillit abattre un hydravion allié qui avait un équipage de la Royal New Zealand Air Force. Lorsqu'ils se sont rencontrés, aucun des deux ne s'attendait à trouver l'autre là. Le 28, l'Enterprise a marqué une première pour un grand navire de guerre de la marine américaine. Lorsqu'elle s'est ravitaillée en mer de nuit, une situation qui lui a été imposée parce que la majeure partie des heures de jour avait été consacrée au ravitaillement de tous les navires d'escorte. Alors qu'ils s'approchèrent de leur cible, Halsey a ordonné à chaque navire de sortir des cordages et des lignes pour se préparer aux opérations de remorquage, à la fois comme remorqueur et comme remorqué. Ainsi, ils seraient prêts si la flotte subissait une attaque japonaise, car préparer un navire au remorquage demandait du temps. La chance était du côté du navire, cependant, car un avion de reconnaissance japonais a été repéré au radar. Mais la formation avait déjà réduit la distance, si bien que l'avion de reconnaissance, parti de sa base jusqu'à un point prédéterminé avant de tourner à 90 degrés, décrivait maintenant un arc de recherche situé à plusieurs dizaines de milles derrière eux. Un certain amusement s'ensuivit lorsqu'un officier rapporta que du sable lui soufflait au visage.
Au départ, cela aurait pu être très mauvais, car cela signifierait qu'ils étaient bien trop près de la terre, puisque le vent aurait soulevé du sable et l'aurait soufflé vers eux. Halsey ordonna immédiatement au navigateur de confirmer la position du navire, mais quelqu'un avec une meilleure vue la signala presque en même temps que le sable provenait en réalité d'un poste d'observation situé au-dessus d'eux. Alors qu'un marin essayait de façon plutôt maladroite de verser du sucre dans son café, comme sa position oscillait d'avant en arrière, il arrosait généreusement tous les hommes en dessous. À l'approche de l'aube, le 1er février, l'officier en second du navire composa un court poème qu'il inclut dans le briefing alors que les pilotes se préparaient à décoller. Le poème disait ceci: « Œil pour œil, dent pour dent. Ce dimanche, c'est à notre tour de tirer. Vous vous souvenez de Pearl Harbor? » Heureusement pour tous les intéressés, les capacités de vol du groupe aérien du navire étaient largement supérieures à celles de l'équipage à bord. Compétence en poésie. Alors que la lumière était encore fournie par la pleine lune, l'ensemble des 36 Dauntless a grondé dans le ciel, suivi par la moitié des dévastateurs, tous chargés de bombes et en route vers Kwajalein. L'autre moitié du VT-6 était chargée de torpilles et en alerte maximale au cas où des navires ennemis seraient détectés. Un 37e Dauntless suivait, transportant le commandant du groupe aérien du porte-avions, Howard Young, qui superviserait les attaques. Chaque Dauntless transportait une bombe de 500 livres et 2 de 100 livres, tandis que les dévastateurs emportaient 3 bombes de 500 livres. Après leur départ, les chasseurs prirent le relais, une demi-douzaine de Wildcats en patrouille de combat aérien. Ensuite, 2 formations d'une demi-douzaine chacune chargées de bombes légères pour des cibles secondaires. Et tout d'un coup, à part les 9 dévastateurs en alerte maximale, les hangars et les ponts d'envol de l'Enterprise étaient complètement dégagés. Les défenseurs japonais en alerte ripostèrent dès le début des attaques par un feu ennemi intense. Le commandant de la VS, Six Hal Hopping, mena 6 Dauntless lors de l'attaque principale, mais fut presque aussitôt attaqué par un chasseur japonais fraîchement lancé alors qu'il larguait ses bombes. Le Dauntless se stabilisa après avoir largué ses bombes, mais ne remontera plus, planant doucement vers le Pacifique sous une pluie de balles traçantes. Les tirs croisés du chasseur et des canons anti-aériens au sol ont touché l'appareil de Hopping. Le sien fut le premier des 4 Dauntless abattus au-dessus de la cible principale. 2 autres tomberaient lors de cette attaque principale et un 4e, qui avait eu des problèmes de moteur et s'était joint au dévastateur plus lent, serait perdu un peu plus tard. Les attaques des chasseurs ont visé Malualap et Vosh. Là, ils ont vu des navires à l'ancre et de grandes installations à terre. L'appel pour un bombardement côtier a été entendu par les croiseurs Northampton, Salt Lake City et le destroyer Dunlap, tandis que le Chester et d'autres destroyers se rendaient à Malualap. À Malualap, les Wildcats ont rencontré des chasseurs A5M Griffus déjà en vol. La formation américaine a réussi sa rencontre, abattant au moins un adversaire. Bien qu'un face-à-face entre un F-4F et un A5M ait laissé les 2 pilotes rentrer chez eux, quelque peu embarrassés. Après avoir échoué à se toucher avec leurs balles, ils ont réussi à se heurter partiellement avec leurs avions. Les extrémités des ailes du pilote japonais ont sectionné l'antenne radio de l'américain et laissé de larges traces de peinture sur le fuselage supérieur. Le groupe d'attaque principal a aussi repéré des navires dans le port. L'un des Dauntless a gardé sa bombe de 500 livres pour ne pas la larguer sur une cible terrestre, afin de toucher plutôt la poupe du croiseur léger Katori. Mais ils ont aussi pris par erreur un transport et 2 ravitailleurs pour 2 porte-avions. Ainsi, les 9 dévastateurs équipés de torpilles ont été rapidement lancés. Ceux-ci ont poursuivi leur attaque et ont coulé le transport, le Bordeaux-Maru. Malgré de lourds tirs anti-aériens, un sous-marin et 7 autres navires de taille diverses ont également été endommagés par diverses attaques américaines. Bien qu'il ait semblé au départ qu'ils avaient perdu 3 des dévastateurs en échange, seulement pour que la demi-douzaine de survivants apparents soit ensuite acclamée par un appel radio des 3 disparus. Dans un effort pour tromper les artilleurs anti-aériens, ils étaient restés très bas, presque à la hauteur des vagues, après avoir largué leurs torpilles au lieu de remonter après le largage. Ils étaient finalement remontés en altitude et rentrés à la base, hors de vue de leurs camarades. Ils découvrirent que l'étendue des installations japonaises signifiait que des avions étaient rapidement envoyés pour des attaques de suivi, pratiquement dès qu'ils avaient atterri. 2 groupes de 9 Dauntless et un groupe de 8, ainsi que les 9 premiers dévastateurs, allaient être renvoyés. Les 2 premiers groupes se dirigèrent vers Malualap
et le dernier groupe combiné visa Votege. Mais l'étendue des installations japonaises, combinée à une résistance accrue, coûta au groupe aérien un autre Dauntless, qui fut attaqué par au moins 3 chasseurs ennemis. De plus, les dégâts subis par le Chester, qui fut bombardé par un groupe de bombardiers bimoteurs ayant réussi à décoller d'un autre endroit, persuadèrent Halsey qu'il était temps de rentrer à la maison, juste avant 1h30 de l'après-midi. Ce n'était pas un moment trop tôt, non plus. Les bombardiers ayant attaqué le Chester passèrent l'après-midi à se ravitailler et se réarmer, et ils sont vite apparus à la poursuite, se faufilant à travers les nuages pour éviter la plupart des combats. Les bombardiers de la patrouille aérienne 5 ont quitté leur couverture en plongeant légèrement vers l'Enterprise. Les canons anti-aériens de la flotte ont tiré, mais leur nervosité lors de ce premier engagement réel était évidente. La cadence de tir était excellente, mais tous, sans exception, semblaient viser directement leurs assaillants au lieu de les anticiper. L'attaque des bombardiers était suivie de nuages de fumée, tandis que les obus de 5 pouces les manquaient derrière eux. Peu de gens sur le pont pouvaient faire autre chose que regarder les portes de la soute s'ouvrir et voir tomber les bombes grossissantes. Heureusement, les bombes ont manqué leur cible, mais certaines sont tombées assez près pour projeter éclats et gerbes d'eau sur bâbord du navire. L'une d'elles est tombée à environ 15 mètres. Cela a projeté des éclats à bord, qui ont sectionné une conduite d'essence d'aviation, répandant ainsi du carburant sur le côté bâbord à l'arrière. Galerie anti-aérienne. Peu après, des fragments brûlants ou des câbles sectionnés ont enflammé le carburant, embrasant vite toute cette partie du navire. Alors que les équipes de contrôle des avaries s'efforçaient de contenir les incendies, l'un des bombardiers, dont un moteur fumait, a été vu en train de faire demi-tour. C'était le chef d'escadron, le lieutenant Kazuo Nakai. Son appareil avait été touché par des rafales de la patrouille, juste avant sa passe d'attaque. La trajectoire du bombardier passant près de l'Enterprise, des tirs anti-aériens proches ont aussi causé des dégâts. Concluant qu'il ne pourrait pas rentrer à la base, Nakai dirigeait son appareil droit vers le pont d'envol bondé à pleine puissance. Toutes les armes anti-aériennes tirèrent et bientôt les 2 moteurs du bombardier prirent feu. Mais cela n'avait aucune importance, il continuait tout de même d'avancer. Le mécanicien Bruno Gaido se retrouva à observer l'approche depuis un Dauntless. Il refusa de mourir sans agir, se précipita au poste du mitrailleur, déverrouilla la mitrailleuse arrière du bombardier et ouvrit le feu. À la dernière minute, le capitaine Murray, depuis la passerelle, saisit la barre et fit virer brusquement le porte-avions à tribord. Cela s'est avéré suffisant, bien que le bombardier ait fait une embardée de dernière minute pour suivre, que ce soit à cause d'une défaillance de contrôle ou d'une correction de trajectoire de dernière minute. Il a frôlé le pont et est tombé à la mer au lieu de s'écraser complètement. Seule une aile sectionnée, coincée dans la passerelle, témoignait de son passage. Une flaque de carburant d'aviation s'est répandue sur le pont et sur les 2 moitiés sectionnées du Dauntless S5. Avec un Gaido quelque peu stupéfait, fixant du regard l'endroit à 3 mètres de là où l'aile du bombardier était passée tout près de lui et avait traversé l'appareil dans lequel il se trouvait. 2 heures plus tard, 2 bombardiers attaquèrent sans succès à cause de manœuvres d'évitement et la patrouille en abattit un lors de leur retraite. Ils abattirent aussi un hydravion de reconnaissance juste avant le coucher du soleil. Puis tout se termina. L'Enterprise avait fait payer un prix aux Japonais, mais cela avait aussi eu un coût. Au total, 7 Dauntless avaient été perdus, la plupart abattus, mais cela incluait aussi celui que Nakai avait détruit au dernier moment. Un Wildcat s'était écrasé au décollage, tuant le pilote, et un Devastator avait améri, bien que l'équipage, dans ce cas, ait été récupéré. 4 jours après, l'Enterprise rentra à Pearl Harbor et fut accueillie avec enthousiasme. Bien que, dans l'absolu, le raid ait été un petit caillou lancé contre le raz-de-marée qu'était l'avancée japonaise. C'était néanmoins le premier engagement que l'on pouvait véritablement qualifier de victoire, à une époque où presque toutes les autres nouvelles venant du Pacifique étaient mauvaises. Malgré le besoin de nouveaux avions, pilotes, de ravitaillement, de carburant et de réparation, l'Enterprise n'a eu droit qu'à un peu plus d'1 semaine au port. Les pilotes du groupe aérien 6 sont rapidement devenus notoires. Ils se sont immédiatement irrités en apprenant que le whisky à Hawaï était rationné à 1 bouteille par semaine et par personne. Ils ont donc décidé de présenter un front uni en affirmant que, puisqu'ils étaient désormais clairement engagés dans l'attaque d'île,
Ils avaient tous besoin d'un entraînement intensif au vol à travers le pays et aux approches de divers aérodromes. Bientôt, le ciel d'Hawaï fut parcouru de Wildcats, Devastators et Dauntless, rejoignant toutes les pistes d'atterrissage militaires connues. Certains semblaient être un peu moins sous contrôle que d'autres, car les pilotes récupéraient naturellement leur ration hebdomadaire de whisky sur chacune des bases. Puisqu'à l'époque, avant Internet, il fallait du temps pour recouper les niveaux de stock et savoir exactement qui avait reçu quoi entre les différentes bases aériennes. Avant que quelqu'un ne demande, oui, la marine américaine était sobre à bord. Mais Hawaï était une île. Quand ils n'étaient pas en train de vider l'île de tout son alcool, les pilotes supervisaient également l'installation de plaques de blindage supplémentaires sur leurs avions. Un pilote était revenu de sa précédente mission avec pas moins de 14 bosses sur une plaque de métal faite maison qu'il avait glissée derrière son siège de pilote. Et cela avait suscité un intérêt tout à fait compréhensible pour des mesures similaires chez de nombreux autres pilotes. 5 jours après son arrivée au port, Halsey reçut les ordres pour la prochaine opération du navire, bien qu'il n'ait eu aucun problème à repartir rapidement en mission. Les ordres désignant ces navires comme la Task Force 13, ainsi que d'autres ordres de partir en mer un vendredi 13, furent loin d'être bien accueillis. Après quelques échanges rapides, la Task Force fut finalement renommée Task Force 16 et la date de leur départ fut changée pour le samedi 14 février 1942. La Task Force 16 partit escortée de 2 croiseurs, le Chester étant en réparation, et de 6 destroyers. 5 étaient des visages familiers de leur mission précédente et l'United States Ship Craven était nouveau. Le pétrolier Sabine complétait la force car le Platte, qui était auparavant avec eux, avait été affecté au soutien du Lexington. La formation se dirigea alors vers le nord-ouest et, tout en écoutant la radio, ils continuaient à recevoir de mauvaises nouvelles. La traversée de la Manche venait d'avoir lieu en Europe et Singapour venait de tomber dans leur théâtre d'opération. Mais prouvant qu'un bon marin sait s'amuser en toute situation, le 18 lieutenant junior grade Eversole, dévié de sa trajectoire dans son Devastator lors d'une mission de reconnaissance, a dû amérir à environ 60 miles de l'Enterprise. Le lendemain matin, le temps clair a permis de lancer une opération de recherche. Le radeau de sauvetage jaune vif a vite été repéré avec Eversole assis fièrement à la poupe, imposant le rythme à ses 2 membres d'équipage, tels dans une galère médiévale. Les autres membres d'équipage avaient évidemment aussi survécu, et ils faisaient un effort déterminé pour ramer vers Midway, à environ 400 km à l'est. Une fois qu'il fut récupéré et de retour à bord, ses camarades d'escadron ne cessèrent de le taquiner à propos de ce qui s'était passé. Il préférait être transféré dans la marine de surface, car il était clairement fait pour le commandement d'un navire. Mais l'Enterprise était également en pleine préparation de sa prochaine attaque. 3 mois plus tôt, ils avaient vu des aviateurs de la marine quitter les ponts d'envol en F-4F pour renforcer les troupes. L'île de Wake. Entre-temps, l'île de Wake était tombée après une résistance acharnée, mais il était temps de frapper les nouveaux occupants. L'amiral Spruance prendrait les 2 croiseurs et 2 des destroyers pour attaquer depuis l'ouest, tandis que le reste du groupe se rassemblerait à St. Miles, au nord de Wake, pour lancer les frappes aériennes. Le plan était que les croiseurs ouvrent le feu dès que les premières bombes tomberaient, afin de semer la confusion chez les défenseurs japonais et de diviser leur riposte. Le temps, avant l'aube du 24 février, était épouvantable. Une pluie fine et brumeuse enveloppait tout et semblait venir de toutes les directions à la fois. Les hélices tourbillonnantes la capturaient et créaient des tourbillons de condensation qui enveloppaient l'appareil, tout en reflétant les flammes de leurs échappements, rendant les pilotes presque aveugles dans une couronne de lumière orange vacillante. Alors que les croiseurs approchèrent de leur cible et que l'attaque devenait prioritaire, Earl Gallagher de l'escadrille VS-6 décolla uniquement aux instruments et lutta pour monter, réussissant à dégager un peu sa vision en avançant à grande vitesse. Peritif, qui suivait, n'a pas eu cette chance. Désorienté par le manque de visibilité et le tangage, son avion a dévié. L'aile a touché un canon de 5 pouces et l'avion a tourné avant de s'écraser en mer. Les opérations de vol ont été suspendues pour éviter d'autres pertes, tandis que le Destroyer Blue s'est précipité pour rechercher des survivants. Après avoir obtenu la permission d'utiliser ses projecteurs, Tiff, blessé à un œil après avoir été projeté contre la lunette du canon, a été retrouvé dans l'eau.
Le mitrailleur Edgar Jinx a également réussi à sortir de l'appareil, mais dans l'obscurité, on pouvait l'entendre sans le voir, malgré tous les efforts de l'équipage des projecteurs. Et il a été perdu. Les opérations de vol ont repris dès que la première lueur de l'aube a permis de distinguer vaguement ce qui se passait. Le groupe d'attaque, légèrement retardé, a été envoyé comme avant, avec tous les Dauntless disponibles. Plus 9 dévastateurs armés de bombes et les 9 autres retenus armés de torpilles. La seule différence significative cette fois-ci, Wade McCluskey assurait la couverture aérienne, avec 6 Wildcats accompagnant les bombardiers, tandis que la patrouille de combat aérien standard volait au-dessus des porte-avions. L'attaque, légèrement retardée, a débuté par des groupes de 6, chacun transportant une bombe de 500 livres et 2 de 100 livres sur les bombardiers en piqué. L'enseigne d'Elbert W. Halsey, pilote de Dauntless sans lien avec l'amiral, a repéré un hydravion H-6K qui a facilement distancé son appareil en accélérant. Il a signalé l'appareil et McCluskey et ses ailiers l'ont poursuivi. 3 Wildcats ont attaqué l'appareil jusqu'à ce que l'hydravion explose devant le troisième, laissant un débris incrusté dans l'aile droite du Wildcat. Sous eux, les réservoirs de carburant et d'autres parties de la base explosaient joyeusement, accompagnés des salves d'obus du bombardement de Spruance. Et puis, il était temps de rentrer. Juste une seule attaque, cette fois avec un des Dauntless VS, 6 abattus au-dessus de la cible. Foreman et son mitrailleur Winchester ont survécu, sauté en parachute, mais ont été capturés. Le porte-avions et ses escorteurs rejoignirent les croiseurs. Halsey a reçu un communiqué lui demandant de frapper également l'île Marcus s'il pensait que l'attaque était réalisable. L'île se trouvait à peu près à mi-chemin entre Wake et certaines grandes bases japonaises dans les Mariannes, à environ 650 miles de chaque endroit, avec le Japon à encore 350 miles plus à l'ouest des Mariannes. C'était assez loin en territoire ennemi pour le début de 1942 et la rapidité était considérée comme essentielle. En estimant qu'entre la nécessité d'une longue course à grande vitesse et les prévisions de mauvais temps, les destroyers ne pourraient probablement pas suivre, Halsey les a chargés d'escorter le pétrolier et est simplement parti avec les 2 croiseurs de Spruance. Ils sont allés vers l'ouest, malgré l'annonce de la perte du Houston et du Langley lors de l'effondrement du commandement American British Dutch Australian. Le 4 mars, avant l'aube, l'obscurité fut à nouveau troublée par les bruits du groupe aérien de l'Enterprise se préparant au décollage. Ce serait aussi une opération unique. Cette fois, 17 Dauntless du Bombing Squadron 614 du VS, 6 et 6 Wildcats du Fighting Squadron, 6 ont tous pris leur envol, ainsi que le SBD de coordination. La formation a dû grimper à travers une épaisse couche de nuages et s'est quelque peu dispersée en le faisant. Arrivés au sommet, ils ont réalisé l'étendue de la couverture nuageuse. Tout ce qu'ils pouvaient voir, d'un horizon à l'autre, c'était des nuages. À ce stade, ils devraient se fier au calcul, à l'estime pour atteindre leur objectif, ce qui revient pratiquement à deviner, étant donné l'absence totale de tout point de repère identifiable. Mais heureusement pour eux, le lieutenant Baumeister, l'officier radar de l'Enterprise, avait élaboré un plan astucieux. Sur son écran, il avait tracé au crayon une ligne indiquant le relèvement vers l'île Marcus. Au fur et à mesure que le radar balayait, il relevait la position et le mouvement des points représentant le groupe aérien du navire. Puis il fit envoyer une série d'instructions codées indiquant au commandant du groupe aérien embarqué, Young, quelle correction de cap il devait effectuer ainsi que la distance parcourue. La suite de la formation devait normalement suivre Young. Grâce à cela, le groupe d'attaque resta sur la bonne trajectoire, et à 06h30, une éclaircie révéla leur cible devant eux. Une fois de plus, le pauvre vieux VS-6 fut celui qui subit des pertes, car Dale Hilton et Jack Leeming s'écrasèrent avec leur appareil lorsqu'il fut touché par un tir défensif intense. Ils ont survécu, mais ils sont tombés entre les mains de l'hospitalité douteuse des Japonais. L'attaque ainsi terminée, les avions prirent le chemin du retour. Tous atterrissant avant 08h45, sauf un Wildcat, celui de l'enseigne Gray, qui ne répondait pas non plus aux appels radio. Le radar détecta un seul contact, mais pensant qu'il pouvait s'agir d'un ennemi. Le Scout Enterprise s'est caché dans une bourrasque et ainsi le contact est passé à côté d'eux. Heureusement, l'opérateur radar Baumeister a deviné qu'il pouvait s'agir de Gray, comme il s'en souvenait. Le pilote de chasse avait mentionné auparavant que sa radio se déréglait constamment sur une autre fréquence.
Baumeister fouilla vaguement dans ses souvenirs pour se rappeler de quelle fréquence Gray avait parlé. C'est ça. Elle y revenait sans cesse. Il demanda au radiogoniomètre de surveiller cette fréquence et fut bientôt récompensé. Alors que l'écho-radar changeait de cap, Wildcat arriva avec moins de 6% de carburant restant. Le 10 mars, le porte-avions revint à Hawaï, permettant à tous de se reposer. Mais d'importants changements allaient avoir lieu. Le commandant en second du VT-6 allait être transféré sur le Saratoga. Le commandant Howard Young, chef du groupe aérien embarqué, a pris la tête du groupe d'entraînement avancé des porte-avions. Wade McCluskey lui succède, quittant son poste au Fighting Squadron 6. Les avions de l'escadron de chasse étaient également en cours de remplacement. Les F-4F-3 ont été remplacés par des F-4F-4 dotés de plusieurs améliorations. Réservoirs auto-obturants et blindage de cockpit étaient désormais de série. Et au lieu de 4 mitrailleuses de calibre 50 qui avaient tendance à s'enrayer, ils en avaient maintenant 6, la plupart des problèmes d'enrayement ayant été résolus. Le plus grand changement, cependant, était que le F-4F-4 avait des ailes repliables, ce qui permettait de stocker 27 avions dans le même espace qu'auparavant. Il n'y en avait eu que 18 avant. Le seul point de discorde était que tous ces changements faisaient du 4 une version plus lourde du F-4F que le 3, bien que le groupe motopropulseur soit le même. Et cela réduirait quelque peu l'autonomie de l'appareil. Comme le V-6 avait subi presque toutes les pertes du groupe aérien jusqu'à présent, ils furent débarqués à terre pour un peu de repos et de récupération. Pendant ce temps, l'escadron de bombardement 3 du Saratoga fut transféré à bord pour prendre temporairement leur place jusqu'à ce que le VS-6 puisse être reconstitué. L'Enterprise avait aussi un aspect subtilement différent. Les mitrailleuses de calibre 50 avaient disparu, remplacées par des canons Oerlikon de 20 mm neufs. Elle navigua avec le Salt Lake City, le Northampton, 4 destroyers et un Hooler le 8 avril vers le nord-ouest. De mauvaises nouvelles accompagnaient encore leur déploiement, cette fois la chute de Bataan, marquant la dernière résistance alliée aux Philippines. Et pour couronner le tout, personne ne savait quelle était leur mission, à part l'amiral, bien sûr. Puis, le 12, une formation presque identique apparut hors de la brume. Le porte-avions Hornet et son escorte, semblable à celle de l'Enterprise, comprenaient 2 croiseurs, quelques destroyers et un pétrolier. Mais au lieu d'avions de la marine américaine sur le pont, il y avait plus d'une douzaine de bombardiers B-25 couleur olive de l'États-Unis Army Air Force. Les rumeurs allaient bon train. S'agissait-il d'une sorte de mission de livraison étrange? Ce n'est que plus tard dans la journée que Halsey annoncerait leur destination, Tokyo. Cette nouvelle fut accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Avec le pont d'envol du Hornet hors service et les bombardiers occupant tout l'espace, la mission de reconnaissance fut confiée au groupe aérien de l'Enterprise. Alors que la formation combinée avançait vers l'ouest, atteignant environ 1600 km de Tokyo. Ils laissèrent les pétroliers et les destroyers derrière eux comme lors du raid sur l'île Marcus et continuèrent à grande vitesse avec seulement les 4 croiseurs et les 2 porte-avions. Une mer agitée a compliqué l'approche. L'objectif était de lancer les bombardiers à 500 miles de la cible, puis de parcourir un 500 miles jusqu'à un territoire allié à l'ouest avec 100 miles de réserve dans le réservoir. Aux premières heures du 18, le radar a détecté des contacts de vent, probablement des patrouilleurs japonais. Ils ont contourné les premiers contacts, mais à 07h15, un Dauntless a signalé un autre navire de patrouille à 50 miles de vent, et il pensait avoir été repéré, mais Halsey a continué malgré tout. Chaque 3 minutes où il continuait représentait environ 1 mile de moins que les bombardiers auraient à parcourir, et ils étaient encore bien au-delà du point de lancement idéal de 500 miles. Mais ensuite, après une demi-heure, un navire de patrouille a été aperçu à l'horizon, accompagné d'un flot de communications radio en japonais intercepté. Le croiseur léger Nashville a été envoyé pour s'occuper du navire. Halsey a déterminé qu'à ce stade, l'équilibre entre le risque et la récompense avait été atteint et a ordonné au porte-avions de se mettre face au vent pour lancer les avions. Ils étaient encore à 650 milles nautiques de Tokyo, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Les bombardiers décollèrent, malgré les efforts du Nashville et de la patrouille de 8 appareils pour neutraliser les 2 navires de patrouille croisés par la flotte.
Le groupe aérien du Hornet, libéré de ses contraintes, a rejoint l'Enterprise pour ratisser les mers à la recherche d'autres patrouilleurs, alors que les deux porte-avions et leurs escortes filaient vers leur base. Cela tombait bien car tous les bombardiers, sous-marins et appareils de la marine impériale japonaise avaient reçu l'ordre de les localiser et de les couler. Même 3 des porte-avions de la marine japonaise qui rentraient du raid de l'océan Indien reçurent également l'ordre d'essayer de trouver les intrus. Mais aucun d'entre eux n'aurait de succès. Après un ravitaillement rapide, l'Enterprise quitta à nouveau Pearl Harbor le 30 avril accompagné du Hornet. Ils devaient désormais viser des cibles dans le Pacifique Sud-Ouest, tandis que le Lexington et le Yorktown, déjà présents, en attaqueraient d'autres. C'était du moins la version officielle. En réalité, Nimitz était parfaitement conscient qu'une force japonaise importante allait probablement tenter d'attaquer Port Moresby. Il tentait de faire venir la Task Force 16 rapidement pour soutenir la Task Force 14, soit le Lexington et le Yorktown. Bien que l'Enterprise ait également embarqué un escadron de F-4F des Marines qu'ils étaient censés livrer à Fate. Lors de leur bref arrêt à Pearl Harbor, le bombardement 3 était également descendu à terre et le bon vieux VS-6 était remonté à bord. Mais l'Enterprise était encore à 2 jours de navigation lorsque la bataille de la mer de Corail a commencé, et ils étaient à peine à 24 heures de distance. Elle s'est conclue par la perte du Lexington et des dégâts sur le Yorktown contre le naufrage du Shoal et des dommages au Shikaku. Cependant, le fait que la bataille principale soit terminée ne signifiait pas que ce voyage serait sans coût pour l'Enterprise. D'importants efforts de recherche ont été déployés au cas où les porte-avions de la marine impériale japonaise tentaient en fait de contourner pour trouver, attraper et frapper le Yorktown, mais cet effort leur a coûté 2 Dauntless, qui ont été contraints d'amérir. Un équipage a réussi à atteindre la sécurité, mais l'autre a disparu dans la mer, pour ne jamais être revu. Le lieutenant subalterne Herman a aussi péri lorsque son Wildcat est tombé en panne au décollage et s'est écrasé dans l'océan. 7 autres avions ont aussi été endommagés lors d'atterrissages difficiles ou incidents similaires. Peu après, un nouvel ordre a été transmis par radio de Nimitz. Accélérer le retour, ce qui était un terme d'argot naval signifiant « revenez ici et revenez ici » hier. Les porte-avions ont fait demi-tour et ont foncé vers Pearl Harbor, arrivant le 26 mai pour trouver des provisions déjà empilées le long de leur point d'amarrage, les attendant. 2 nouveaux avions ont été embarqués pour remplacer ceux qui avaient été perdus et l'équipage a été informé qu'il n'aurait qu'1 ou 2 jours d'escale. Ils repartiraient en mer dès que le navire serait prêt. À proximité, le Hornet subissait le même sort alors qu'il surveillait le Yorktown en cale sèche. Le navire ressemblait à un énorme aliment couvert de fourmis travailleuses. Tous ceux qui n'entreposaient pas ces navires jumeaux devaient tenter de la réparer, signe qu'un événement majeur approchait. Mais quoi que ce soit, l'amiral Halsey ne serait pas là pour y assister. Cependant, beaucoup à bord pensaient que la seule façon pour que Halsey quitte l'Enterprise serait qu'il soit soufflé par une bombe ou que le navire coule sous lui. Le simple fait était que le stress des derniers mois avait aggravé des problèmes de santé déjà existants et le pauvre homme était gravement malade et amaigri. Il a quitté le navire pour se rétablir et a suggéré que l'amiral Spruance le remplace. Ainsi, le 28 mai 1942, sous le commandement de l'amiral Spruance, l'Enterprise reprit la mer. Entre elle et le Hornet se trouvaient 6 croiseurs et 9 destroyers, tandis que les groupes aériens revenaient à bord. L'atterrissage initial n'était pas remarquable, Oban. Le lieutenant-commandant Lindsay, responsable du VT-6, vit son Devastator perdre soudainement de la vitesse. En approche finale, Stahl a touché le pont puis a dérapé sur le côté. Heureusement, le destroyer Monaghan était prêt et a récupéré les 3 membres d'équipage légèrement étourdis de l'eau. Ils reviendraient sur l'Enterprise le lendemain. Heureusement, les autres débarquements se sont bien passés et la flotte se dirigeait rapidement vers un rendez-vous historique. Leur destination, Midway.